Il arrive un moment dans la vie où le silence intérieur se met à hurler. D'abord subtil, c'est une légère gêne, une agitation indéfinissable, le sentiment de vivre une vie qui ne nous appartient plus. Mais peu à peu, ce murmure devient assourdissant. C'est l'appel du soi, la voix la plus ancienne et la plus authentique qui soit, celle qui refuse d'être ignorée. Carl Jung disait que tout commence lorsque l'individu réalise que sa vie a cessé de lui appartenir. Lorsque les gestes, les mots, et même les émotions, se plient à un masque, le personnage créé pour être aimé, accepté, applaudi. Et c'est à cet instant précis, lorsque l'âme ne supporte plus la mascarade, que s'amorce le processus de transformation. Choisir de se choisir semble, à première vue, un geste simple. Mais Jung y voyait un acte révolutionnaire. Car choisir de se choisir, c'est rompre le pacte avec le collectif. C'est dire non au rôle que le monde nous a assigné et oui, à ce qui n'a pas encore de forme, mais qui palpite en nous comme un souvenir oublié. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être bons, justes, équilibrés, et c'est précisément là que le danger commence. Plus le masque est parfait, plus le fossé entre qui nous sommes et ce que nous montrons est profond. Jung constatait cette dualité chez chaque patient qui venait le consulter. Des hommes et des femmes qui, en apparence, étaient des modèles de vertu, mais qui, intérieurement, se sentaient vides, épuisés, comme s'ils avaient troqué leur âme contre une place assurée à la table de la société. Ces personnes, disait-il, étaient devenues les amortisseurs émotionnels du monde. Elles absorbaient la colère des autres, portaient leur culpabilité, dissimulaient le chaos familial derrière des sourires polis. Elles vivaient pour la souffrance d'autrui, croyant que c'était de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Mais au fond, c'était la peur d'être rejetée, la peur d'être perçue comme égoïste, la peur de découvrir que, derrière toute cette bonté, se cachait une ombre. Jung observait que l'âme humaine a une limite invisible. Elle peut endurer l'indifférence pendant des années, jusqu'au jour où elle réagit. Et lorsqu'elle réagit, ce n'est pas par des mots doux. C'est par des effondrements, des crises, des ruptures, des maladies. C'est la psyché qui réclame un retour à la vérité. Ce retour est rarement volontaire. Il survient à la suite d'un événement qui ébranle toutes nos certitudes, une trahison, une perte, une profonde désillusion. Jung appelait ce moment « l'événement de lucidité ». C'est lorsque le miroir se brise enfin et que l'individu se voit tel qu'il est réellement, non pas ce qu'il voudrait être, mais ce qu'il est. C'est l'instant où toutes les excuses, les justifications et les histoires perdent leur pouvoir, et où quelque chose en nous décide, ça suffit. C'est là que le véritable voyage commence. Et il commence par une question simple et bouleversante. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Jung pensait que cette question est la porte d'entrée de l'inconscient. Car c'est là, dans la partie invisible de l'esprit, que réside tout ce que l'on nous a forcé à nier. L'inconscient, disait-il, n'est pas seulement le réceptacle des faiblesses humaines. C'est le territoire où l'âme vit dans sa totalité. Les instincts, les symboles, les dieux oubliés, la sagesse ancestrale que la conscience a perdue. Il croyait qu'en chaque personne réside une constellation d'archétypes. Le héros, l'enfant, le sage, l'ombre, l'amant, le créateur. Chacun représente une force de la psyché, un fragment du divin en nous. Et la souffrance commence lorsque nous nous identifions à un seul d'entre eux. Lorsque nous ne sommes plus que le gentil, le fort, elle, invisible. L'âme tombe malade lorsqu'elle cesse d'être plurielle. Voici ce que Jung avait compris. Se choisir soi-même, c'est en réalité choisir de redécouvrir toutes ses facettes. C'est accepter d'être à la fois lumière et ténèbres, à la fois raison et instinct, à la fois amour et limite. Il disait que les êtres humains vivent dans un état d'exil intérieur, et que l'individuation est le chemin du retour. Mais ce retour est périlleux car il exige de détruire tout ce qui est illusoire. C'est pourquoi si peu osent l'emprunter. La plupart préfèrent rester prisonniers de leurs certitudes, même douloureuses, plutôt que d'affronter le vide de l'inconnu. Jung constatait chez ses patients une peur de l'introspection. « Et si ce que je découvre ne me plaît pas ?» demandait-il. « Et si ce que je découvre me détruit ?» Il répondait que la destruction est inévitable. Ce qui meurt dans ce processus, ce n'est pas le moi, mais le masque. Et plus l'individu est attaché à son personnage, plus l'effondrement sera douloureux. Car le psychisme se moque du confort, il aspire à la plénitude. Et la plénitude signifie intégration, réunir ce que la conscience a séparé. L'âme aspire à la plénitude, non à la perfection. Et cette différence change tout. C'est pourquoi Jung affirmait que la guérison ne consiste pas à devenir heureux, mais à devenir authentique. Le bonheur peut être le fruit de l'adaptation, la réalité, non. Elle exige de se confronter à ce qui a été oublié, désirs refoulés, pulsions niées, souvenirs enfouis. Jung pensait que toute névrose naît du refus de suivre son propre destin. Lorsque l'âme désire quelque chose et que l'ego dit non, la tension s'accroît jusqu'à ce que l'un des deux cède. Et la douleur, dans cette perspective, n'est qu'un rappel de notre résistance à ce qui doit naître. C'est pourquoi il disait que la douleur est le langage du soi. Le soi ne s'exprime pas par des phrases,
il s'exprime par des symptômes. La plupart des patients que Jung traitait ne recherchaient pas l'illumination, mais un soulagement. Ils aspiraient à retrouver une vie normale dans un monde malade. Et Jung, en silence, s'efforçait de les guider vers quelque chose de plus grand. Non pas le confort, mais l'éveil. Il savait que la souffrance était l'invitation de l'inconscient à dialoguer. Chaque crise, pour lui, était une tentative de la psyché pour rétablir un équilibre perdu. Et cet équilibre n'est atteint que lorsque l'ego apprend à céder sa place. Lorsque le moi cesse de vouloir contrôler l'âme et commence à l'écouter. C'est alors que la transformation s'amorce. Ce qui était douleur devient direction. Mais Jung mettait aussi en garde, l'éveil de la conscience est une plaie ouverte. L'individu qui se choisit lui-même cesse d'appartenir au monde comme auparavant. Il commence à percevoir le vide dans les regards, l'automatisme dans les conversations, le bruit dans les certitudes. Et c'est insupportable au début. Car percevoir l'inconscient collectif, c'est comme voir dans une pièce éclairée par une lampe cassée. Tout devient clair, mais rien n'est beau. La réalité perd son vernis, et l'être humain se découvre étranger dans son propre environnement. C'est le premier prix de l'individuation, la solitude. Pour Jung, la solitude n'était pas une tragédie, mais un rite de passage. C'est le moment où l'âme a besoin de se retirer pour s'écouter. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, disait-il. Et cet éveil est toujours douloureux, car il détruit le confort de l'ignorance. L'homme éveillé ne peut plus feindre l'ignorance. Il voit, sent, comprend. Et dès lors, il n'y a plus de retour en arrière. Car une fois l'âme touchée par la vérité, aucune illusion ne peut la satisfaire. C'est le moment où l'ancienne vie commence à se dissoudre, et où la nouvelle n'est pas encore née. Jung appelait cela la « nuit obscure de l'âme », et disait que c'est le moment le plus fertile du processus, le chaos qui précède la création. Il croyait que l'inconscient collectif, ce champ invisible qui relie tous les esprits humains, réagit à l'éveil de chaque individu. Lorsqu'une personne commence à intégrer sa propre part d'ombre, quelque chose se met en mouvement dans l'inconscient de l'humanité. Car la psyché est un réseau vivant. Et toute guérison personnelle est un acte de guérison collective. C'est pourquoi se choisir soi-même n'est jamais un geste isolé. C'est une révolution silencieuse contre tout ce qui maintient le monde dans l'ignorance. Jung voyait dans l'individu éveillé le prototype de l'homme futur, celui qui ne vit plus selon des règles imposées, mais dans un dialogue vivant avec son propre esprit. Il disait que l'âme humaine est le théâtre où les dieux respirent encore. Chaque émotion, chaque rêve, chaque symbole est un message de l'invisible qui aspire à la conscience. Et quiconque a le courage de les écouter se transforme inévitablement. Mais le prix à payer est élevé. Pour renaître entier, il faut mourir en tant que personnage. La persona doit s'effondrer pour que le soi puisse émerger. Et lorsque cela arrive, le monde change de couleur. Ce qui paraissait certain devient une question. Ce qui semblait ordonné se révèle être un masque. C'est le début de la véritable liberté. Et aussi le début de la véritable responsabilité. Le premier pas du voyage intérieur est donc le plus décisif. Se choisir soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de fidélité à son âme. C'est le début d'un voyage au cœur de l'inconscient, guidé par une voix ancestrale, tantôt douce, tantôt terrifiante. Jung disait que le soi conduit l'individu à travers les symboles, les coïncidences, les intuitions. Il appelle, insiste, répète. Et si on l'ignore, il crée le chaos nécessaire pour capter notre attention. Il n'y a pas d'échappatoire, car le soi ne renonce jamais. Il est l'archétype de la totalité, et sa mission est de nous ramener au centre. Mais Jung savait aussi que ce processus n'est pas fait pour tous. Nombreux sont ceux qui entendent l'appel et font semblant de ne pas l'entendre. Ils continuent de jouer leur rôle, accumulent les applaudissements, mènent une vie parfaitement factice. D'autres tentent de faire taire leur âme par des distractions, le travail, la consommation, le bruit. Mais il en est quelques-uns, une poignée, qui décident d'écouter. Et, une fois qu'ils ont écouté, ils ne peuvent plus retourner à l'inconscience. Ce sont ceux que Jung appelait les « individus en devenir ». Des personnes qui, même tremblantes, marchent vers l'inconnu. Et c'est dans cette marche que l'inconscient commence à révéler ses secrets. L'éveil est un point de non-retour. Lorsque vous vous choisissez, tout ce qui n'est pas authentique commence à s'effondrer. Les relations fondées sur la dépendance, les habitudes anesthésiantes, les valeurs héritées qui n'ont jamais été les vôtres. Tout s'écroule, et il ne reste que vous à nu, sans phare, face à l'immensité de votre âme. C'est le début du voyage. Et Jung nous a prévenus, ce voyage est long, solitaire et sacré. Car se choisir, c'est choisir d'affronter son propre abîme. Mais c'est aussi choisir de redécouvrir l'étincelle divine qui y réside. Le soi attend là, patiemment, jusqu'à ce que l'individu se lasse de fuir. Et quand enfin vous la trouvez, vous comprenez que l'appel ne venait pas de l'extérieur. Il a toujours été en vous. Il a toujours été votre âme cherchant à se souvenir de qui elle est. C'est le retour aux sources. Mais ce retour a un prix. Tout ce qui n'est pas vrai doit mourir. Et ce sera le thème de la prochaine partie, l'inévitable confrontation avec l'ombre,
le miroir le plus redouté et le plus nécessaire de l'âme. Car nul ne peut trouver la lumière sans avoir d'abord traversé ses propres ténèbres. Il existe un moment inévitable et silencieux où l'âme décide de révéler ce que le miroir a toujours cherché à dissimuler. Jung appelait cet instant la confrontation avec l'ombre, la rencontre avec tout ce que nous avons passé notre vie à nier. Et il affirmait que nul ne sort indemne de cette confrontation. Car contempler sa propre ombre, c'est comme allumer une bougie dans une pièce longtemps restée close. La lumière non seulement éclaire, mais révèle aussi la poussière accumulée, les formes oubliées, les marques du temps que le regard avait évitées. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent lorsqu'elles comprennent ce que ce processus exige réellement. L'éveil, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un chemin de lumière, c'est une plongée dans les ténèbres de sa propre âme. Pour Jung, l'ombre n'est pas le mal incarné. Elle est la somme de tout ce qui a été refoulé, chaque émotion étouffée, chaque impulsion censurée, chaque désir jugé honteux. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas comme ça », il désigne presque certainement un aspect de son ombre. Celle-ci se forme dès l'enfance, lorsque l'on prend conscience que certaines parties de soi-même sont rejetées. L'enfant spontané apprend qu'être authentique a parfois un prix. Et pour survivre, il commence à dissimuler ses sentiments. Il grandit en souriant, mais intérieurement, il accumule peur, colère, envie, tristesse et croit que tout cela est mal. Mais l'inconscient n'oublie pas. Il conserve chaque fragment refoulé, et un jour, le restitue avec intérêt. Jung observait ce phénomène dans les moments les plus anodins. Une femme dévouée, toujours bienveillante, qui un jour explose de colère contre son mari à propos d'une serviette mouillée. Un homme rationnel et poli qui perd le contrôle de sa voiture et se lance à la poursuite d'un autre véhicule comme s'il voulait tuer. Une mère aimante qui, soudain, a envie de disparaître et de ne jamais revenir. Ces épisodes, disait Jung, ne sont pas de simples accidents émotionnels. Ce sont des manifestations de l'ombre, l'inconscient qui réclame d'être reconnu. Et plus nous nions ces parts de nous-mêmes, plus elles tentent de ressurgir avec violence. La colère refoulée se transforme en maladie. Le désir nié devient ressentiment. La douleur ignorée finit par hurler de façon incontrôlable. Mais il y a quelque chose de plus subtil et de plus dangereux. L'ombre ne se manifeste pas seulement dans les impulsions extrêmes. Elle se révèle dans les petites décisions, les gestes automatiques, les choix que l'on répète sans en comprendre le sens. Elle est présente chez la personne qui s'auto-sabote alors que tout semble aller pour le mieux. Chez le professionnel qui s'efforce mais finit toujours par être humilié. Dans le schéma relationnel qui nous fait revenir sans cesse à la même histoire, sous des apparences différentes. L'ombre guide ces cycles invisibles jusqu'à ce que l'individu ait le courage de la reconnaître. Jung disait que le destin n'est rien d'autre que l'inconscient qui tente de devenir conscient. Tant que nous ne verrons pas ce que nous projetons, nous continuerons à vivre les mêmes drames, avec seulement de nouveaux scénarios. Il croyait que la confrontation avec son ombre est la seconde étape inévitable de l'individuation. La première est la vocation, le moment où l'individu prend conscience que sa vie est un reflet, et non une création. La seconde est le miroir, lorsque le reflet prend la parole et exige d'être reconnu. Et ce moment est rarement paisible. L'ombre ne frappe pas à la porte avec douceur. Elle s'infiltre dans les rêves, les lapsus, les accidents et les personnes que nous croisons. Elle apparaît chez ce collègue qui éveille notre antipathie sans raison apparente. Chez cet ami dont la présence nous irrite, sans que nous sachions pourquoi. Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est, en réalité, ce que nous cachons le plus en nous-mêmes. L'une de ses patientes, une jeune infirmière, avait consacré sa vie aux autres. Admirée pour sa douceur, elle se sentait pourtant épuisée et amère. Elle disait ne pas comprendre pourquoi elle attirait des personnes agressives, dépendantes et en manque d'affection. Jung lui demanda de décrire ce qu'elle détestait le plus chez ses patients, et elle répondit « Ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes ». Jung lui demanda alors « Et que se passerait-il si, pendant une journée, vous ne pensiez qu'à vous-même » La femme est toute. Elle pleura. Et après un long silence, elle confia que cette pensée l'emplissait de honte. C'est alors qu'elle comprit, son ombre n'était pas la cruauté, mais un égoïsme refoulé, le besoin d'exister pour elle-même. Et cette prise de conscience changea tout. Pour la première fois, elle commença à dire « non ». Et elle découvrit qu'aimer les autres sans se détruire était le premier véritable geste de bonté. L'ombre, lorsqu'on l'accepte, ne détruit pas, elle transforme. Elle libère l'énergie emprisonnée. Jung disait, ce à quoi nous résistons persiste, ce que nous acceptons se transforme. Et c'est ce qui rend l'intégration si dangereuse, l'individu devient imprévisible. Soudain, la personne timide s'affirme. La personne soumise refuse d'obéir. La personne dépendante apprend à se débrouiller seule. Et ceux qui avaient l'habitude de les contrôler sont effrayés. C'est à ce moment précis que le monde réagit, car l'individu qui intègre sa propre ombre cesse d'être manipulable. Il devient entier. Et l'intégrité est une forme de pouvoir. Mais ce pouvoir a un prix. Intégrer son ombre ne signifie pas la justifier. Il ne s'agit pas de laisser l'instinct régner,
mais plutôt de la reconnaître afin qu'elle ne règne pas en secret. Jung percevait le danger de l'inflation à le moment où l'individu confond liberté et licence. Lorsqu'une personne découvre sa force refoulée, elle risque d'en devenir esclave. La personne timide qui apprend à dire « non » peut devenir agressive. La personne réservée qui découvre le plaisir peut s'y noyer. C'est pourquoi Jung insistait sur le fait que l'intégration de l'ombre doit se faire consciemment. Il ne s'agit pas de libérer l'animal intérieur, mais de dialoguer avec lui. L'être humain n'atteint sa plénitude que lorsque la lumière et l'obscurité dialoguent en harmonie. Il disait que l'ombre est comme un frère oublié, relégué à la cave. Lorsqu'on la ramène à la lumière, elle n'arrive pas souriante. Elle arrive chargée de colère, de faim et de peur. Mais avec le temps, cette énergie se métamorphose en créativité, en intuition et en courage. Les vertus les plus pures naissent des pulsions les plus primitives, une fois transformées. L'amour authentique naît de la capacité d'accepter la haine. La véritable compassion naît de la reconnaissance de sa propre cruauté. Sans cela, tout ce que nous appelons « bonté » n'est qu'une façade. Jung savait que la plus grande erreur de l'humanité est de croire qu'elle ne peut être que bonne. Celui qui regarde trop la lumière est aveuglé. Celui qui regarde dans l'obscurité commence à voir, écrivait-il. Ce chemin est souvent solitaire. Car le monde craint ceux qui se connaissent vraiment. Il est plus facile de composer avec ceux qui vivent encore derrière des masques. L'individu intégré est déstabilisant car il refuse d'être catégorisé. Il est calme et ferme à la fois. Doux et dangereux. Paisible et inébranlable. Il n'a pas besoin d'approbation car il a appris à être entier. Et cela, dans le langage de l'inconscient collectif, est une menace. Jung pensait que chaque société crée des systèmes pour contenir l'individu éveillé car il représente le chaos face à l'ordre artificiel. Il rompt avec le besoin de feindre, et le simple fait d'exister révèle déjà les mensonges que les autres perpétuent. Mais avant d'en arriver là, il y a une phase de confusion. Lorsque l'individu commence à entrevoir ses parts d'ombre, le monde semble s'effondrer. Les gens prennent leur distance, les rôles perdent leur sens, les anciennes certitudes se volatilisent. Il est fréquent de se sentir perdu, comme si quelque chose était en train de mourir. Et c'est bien le cas. C'est la fin de l'ancien moi, celui qui a été bâti pour plaire, protéger et survivre. Le nouveau moi n'est pas encore né, mais il se manifeste déjà par bribes. Un silence plus profond, une étrange clarté, un courage timide. Jung voyait dans cette phase le seuil de la véritable transformation. C'est le moment où l'inconscient commence à ramener à la conscience les fragments perdus du moi. Chaque rêve, chaque intuition, chaque coïncidence porte en elle le symbole de ce qui émerge. Le moi organise le chaos. Jung croyait que les symboles sont le langage naturel de l'âme. Lorsque la conscience ne parvient pas à comprendre quelque chose, l'inconscient envoie des images, des archétypes universaux qui s'adressent directement à l'instinct. Rêver de feu, par exemple, peut représenter une purification, d'eau, une plongée dans l'inconscient, de mort, la fin d'une phase de la psyché. Il affirmait que l'inconscient est le véritable auteur de nos histoires, et que ce n'est qu'en apprenant à déchiffrer ces symboles que nous commençons à vivre de manière authentique. L'ombre, dans ce contexte, est le premier messager du soi. Elle ne cherche pas à punir, mais à enseigner. Elle veut nous montrer qu'il n'y a pas de véritable lumière sans acceptation de l'obscurité. Pour Jung, ce processus est comparable aux anciens rites initiatiques. Dans les traditions anciennes, l'initié était séparé de sa tribu, emmené dans la forêt et confronté à ses peurs. Il mourait symboliquement et renaissait transformé. La psyché agit de même. Lorsque nous sommes prêts, elle nous conduit au cœur de notre propre forêt, l'inconscient. Là, nous sommes confrontés à tout ce que nous évitons de voir. Et seuls ceux qui persévèrent dans ce voyage en reviennent avec sagesse. C'est pourquoi Jung disait que l'âme est une forêt obscure où l'homme doit se perdre pour se retrouver. Chaque ombre révélée est une branche cassée sur le chemin de la conscience. À mesure que l'individu intègre ces fragments, quelque chose change de façon irréversible. Il commence à percevoir le monde différemment. Les visages semblent plus transparents. Les conversations banales sonnent creux. Une sensibilité nouvelle, presque effrayante, se manifeste. C'est comme si les yeux voyaient non seulement ce qui est extérieur, mais aussi ce qui vibre à l'intérieur de chaque personne. Cette perception élargie est le début d'une nouvelle forme de vision, une vision dangereuse, car elle transcende les apparences. Jung l'appelait « perception différenciée », et il savait que peu étaient prêts à y faire face. Voir est aussi un fardeau. Et ce sera le prochain défi sur le chemin. Car lorsque l'ombre est intégrée, le voile se déchire. Et le monde, soudain, se révèle dans toute sa profondeur belle, mais terrible. L'individu commence à percevoir non seulement sa propre âme, mais aussi l'inconscient d'autrui. On ressent ce que personne ne dit, on comprend ce que personne n'avoue. Et c'est là que réside le véritable danger. Car voir clairement est un don que le collectif ne pardonne pas. Et c'est de cela que Jung parlera ensuite. Le prix à payer pour voir ce que le monde préfère garder invisible. Il arrive un moment, dans le cheminement intérieur,
où le silence devient trop lourd pour être ignoré. C'est lorsque l'ombre a déjà été reconnue, mais qu'une nouveauté commence à émerger, une lucidité déconcertante, presque douloureuse. Jung appelait ce stade la différenciation de la perception. C'est l'instant où la conscience, élargie par l'intégration de l'ombre, commence à percevoir ce qui était auparavant caché, non seulement en soi, mais aussi chez les autres. La réalité gagne en profondeur, et l'individu éveillé réalise que les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent, ne montrent pas ce qu'ils pensent et ne vivent pas ce qu'ils désirent. C'est comme si le monde entier avait été bâti sur un pacte invisible de masques. Et lorsqu'on perce ces masques, il n'y a plus de retour en arrière. Au premier abord, cette prise de conscience semble une bénédiction. Tout s'éclaire soudain. Les motivations cachées, les jeux émotionnels, les petits mensonges sociaux, tout est révélé au grand jour. L'individu se sent éveillé au cœur d'un rêve collectif. Mais il découvre bientôt l'autre face de cette vision, l'isolement. Trop voir, c'est s'isoler. Car, en percevant les dynamiques inconscientes qui animent le comportement humain, on commence à comprendre que presque personne n'est vraiment présent. Les conversations deviennent vides, les interactions prévisibles, les gestes automatiques. Le monde se transforme en pièce de théâtre, et l'on se retrouve seul spectateur à en connaître les rouages. Et l'inévitable question se pose. Comment continuer à vivre au milieu d'un spectacle dont on connaît déjà les ficelles? Jung disait que c'est la malédiction de la conscience. Plus on voit, plus on perçoit l'abîme entre ce qui est et ce qui paraît être. C'est comme si l'âme humaine était faite de plusieurs couches, et que la plupart des gens ne vivaient qu'en surface. Lorsque la perception s'approfondit, les masques deviennent transparents. On perçoit la tristesse derrière la joie, la peur derrière l'arrogance, le désespoir derrière la foi aveugle. Et, plus troublant encore, on commence à le voir en soi-même. La conscience n'offre pas seulement la clarté. Elle implique la responsabilité d'affronter ce qui a été révélé. Car une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu. Et cela change tout. Avez-vous déjà ressenti, même sans mots, le poids d'un lieu? Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et su, sans explication, que quelque chose clochait? C'est l'inconscient collectif qui se manifeste à travers votre perception exacerbée. Jung disait que lorsqu'un individu s'éveille, il commence à percevoir le champ psychique qui relie tous les êtres humains. Une sorte de réseau invisible d'émotions, d'intentions et de souvenirs partagés. Cette sensibilité, il l'appelait la fonction intuitive supérieure, et elle peut être si intense qu'elle en devient presque effrayante. Car ce qui n'était qu'une vague sensation se transforme alors en information précise. Vous savez quand quelqu'un ment, vous sentez qu'une relation se meurt, vous pressentez les événements avant qu'ils ne se produisent. Et cela peut sembler un pouvoir, jusqu'à ce que vous en compreniez le prix. Percevoir l'inconscient d'autrui, c'est, dans une certaine mesure, ressentir l'inconscient collectif. Et le monde est lourd. Jung disait que chaque âme éveillée porte en elle une part de l'ombre collective. Autrement dit, plus on devient conscient, plus on est sensible à l'inconscient général. Ce qui passait autrefois inaperçu nous affecte désormais profondément. Le mensonge, la manipulation, l'envie, l'injustice. Tout ce que le monde a normalisé commence à nous blesser insupportablement. L'individu conscient se retrouve cerné par le bruit, luttant pour ne pas sombrer dans le désespoir. Comment continuer à aimer un monde qui semble refuser de guérir? C'est là que beaucoup confondent lucidité et cynisme. Ils pensent que ceux qui voient trop perdent la foi. Mais Jung disait le contraire. C'est la vision véritable qui rend l'amour authentique possible. Car aimer quelqu'un sans voir qui il est vraiment n'est pas de l'amour, c'est de la projection. La conscience, même douloureuse, est le seul terreau où la compassion authentique peut s'épanouir. Quand on voit l'ombre en autrui et qu'on choisit malgré tout de rester humain, c'est cela l'amour. C'est l'amour qui reconnaît l'ombre sans s'y perdre. Jung croyait que le regard de l'individu éveillé a le pouvoir de transformer, non par les mots, mais par la simple présence qui révèle ce que l'autre tente de dissimuler. La conscience illumine, et c'est pourquoi elle est crainte. Mais cette lumière a un effet secondaire, elle perturbe. Lorsqu'on commence à percevoir les dynamiques cachées, on réalise que tout est mu par des forces inconscientes. Les louanges peuvent masquer l'envie. La bienveillance peut être une forme de contrôle. La moralité peut n'être qu'une peur déguisée. Une fois cette prise de conscience faite, il est impossible de l'ignorer. Dès lors, le dilemme se pose. Comment vivre dans un monde d'ombre sans s'y fondre? Jung affirmait que c'est le tournant de l'individuation, le moment où l'individu doit choisir entre utiliser le savoir pour dominer ou pour comprendre. Le pouvoir de percevoir l'inconscient d'autrui est réel, et celui qui le possède peut s'en servir pour manipuler. C'est ce même pouvoir qui fait de certains guérisseurs des sages et d'autres des tyrans. La frontière entre l'éveil et la folie est ténue. Imaginez regarder quelqu'un et percevoir clairement ce qu'il ne perçoit pas lui-même, ses blessures, ses peurs, ses intentions cachées. L'impulsion naturelle est d'avertir, d'essayer d'aider, de corriger. Mais Jung nous mettait en garde, l'inconscient ne tolère pas d'être exposé au grand jour. Lorsque vous exposez ce que l'autre personne n'est pas encore prête à voir, elle vous attaque. Non par malice,
mais par instinct de survie. C'est le psychisme qui se défend contre la vérité. Combien de fois vous a-t-on accusé d'être négatif pour avoir souligné l'évidence? Combien de fois vous a-t-on dit que vous voyez un problème partout? C'est l'inconscient collectif qui réagit au miroir que vous êtes devenu. L'éveil est déstabilisant car votre simple présence révèle ce que les autres se cachent à eux-mêmes. Jung décrivait cela comme le phénomène de projection inversée. L'individu éveillé devient le réceptacle des ombres d'autrui. Il est perçu comme le problème, comme l'exagérateur, comme l'étranger. Et s'il ne comprend pas ce qui se passe, il risque d'y croire et d'en tomber malade. Nombre de personnes sensibles, empathiques et visionnaires sont tombées dans ce piège. Elles ont confondu les émotions qu'elles percevaient comme les leurs alors qu'en réalité, elles ne faisaient que capter l'inconscient d'autrui. Jung affirmait que la première défense contre cette invasion est le discernement. Savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Sans cela, la perception devient un fardeau insupportable. Mais derrière cette dynamique se cache quelque chose d'encore plus profond. Lorsque l'individu éveillé entre en contact avec l'inconscient collectif, il ne se contente pas de percevoir, il interagit avec lui. Chaque regard conscient a un impact. La simple présence d'une personne qui voit clairement modifie le champ psychique qui l'entoure. C'est pourquoi les personnes conscientes suscitent des réactions intenses, même sans parler. Elles dégagent une vibration différente, et l'inconscient collectif les perçoit comme une menace. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles annoncent l'effondrement des illusions qui soutiennent le système. Et si votre sensibilité n'était pas un défaut, mais une vocation? Et si cette capacité à voir au-delà des apparences était précisément votre rôle dans l'évolution de la conscience? Jung croyait que chaque âme éveillée remplit une fonction dans le processus collectif. L'inconscient collectif cherche à se guérir grâce à des individus capables de percevoir ce que les autres ignorent encore. Vous ne ressentez pas le poids du monde par faiblesse, mais parce que vous êtes suffisamment sensible pour saisir ce qui a besoin d'être transformé. La question est, serez-vous capable de supporter cette vision sans vous endurcir? Serez-vous capable de garder le cœur ouvert face à l'inconscience générale? C'est là le véritable défi de la perception nuancée. Car le danger n'est pas seulement d'être rejeté par autrui, mais de se perdre dans sa propre lucidité. Lorsqu'un individu se trouve cerné d'illusions, il risque de sombrer dans le mépris. Il commence à se croire supérieur, à penser avoir déjà transcendé, à se croire au-delà. Mais c'est là un autre piège de l'ego, plus subtil et plus dangereux. La conscience qui se croit illuminée retourne à l'ombre. Jung disait que la véritable sagesse consiste à rester humble face au mystère de la psyché. Nul n'est pleinement conscient. La lumière que nous portons n'est qu'un rayon éphémère dans l'immensité de l'inconscient. Et c'est en gardant cela à l'esprit que l'être humain s'ancre dans la compassion. Il arrive un moment où cette perception devient presque mystique. L'individu commence à sentir qu'une force orchestre les rencontres, les coïncidences, les souffrances et les leçons. Jung appelait cela la synchronicité, la manifestation visible d'un ordre invisible. Cette perception nuancée, en mûrissant, révèle que tout est lié. Ce qui semblait fortuit se révèle être un dialogue entre la conscience et l'inconscient collectif. L'éveil n'est plus perçu comme une punition, mais comme un appel à collaborer avec cette intelligence supérieure. L'individu cesse de réagir à ce qu'il voit et commence à participer consciemment aux événements. Il ne lutte plus contre les ténèbres, il apprend à les éclairer. Mais la transition vers ce point est tumultueuse. Avant la paix vient l'épuisement. L'individu conscient doit composer avec la tension constante entre ce qu'il ressent et ce que le monde attend de lui. Il vit dans un état d'alerte psychique permanent, où chaque regard est porteur d'informations, chaque mot a du poids, chaque silence dissimule quelque chose. Nombreux sont ceux qui se réfugient dans l'isolement. D'autres tentent d'anesthésier leur esprit pour moins ressentir. Jung l'avait compris. Lui-même a traversé de longues périodes de solitude et de désorientation durant lesquelles sa perception s'est élargie. Il a écrit que, durant ces années, il rêvait de catastrophes, d'inondations et de villes en flammes, symboles de la destruction des anciennes structures intérieures. La nouvelle conscience doit détruire l'ancien monde en nous pour naître. Que faire, alors, lorsqu'on commence à trop voir? La réponse de Jung était paradoxale. Continuer à regarder, mais sans juger. La conscience n'est pas faite pour condamner, mais pour comprendre. L'individu éveillé n'est pas appelé à corriger le monde, mais à le comprendre jusqu'à ce que la compréhension, en elle-même, le transforme. Voir n'est pas un fardeau, c'est une mission sacrée. La lucidité n'est pas une malédiction, c'est un instrument. Mais il faut l'utiliser avec respect, respect de sa propre âme et des âmes encore endormies. Et il y a une beauté secrète dans ce processus. Quand on apprend à voir sans se blinder, quelque chose change en nous. Les gens autour de nous commencent, sans comprendre pourquoi, à voir un peu mieux eux aussi. Le regard conscient éveille le regard dormant. C'est ainsi que se propage l'évolution psychologique, non par les discours, mais par la résonance. Chaque conscience éveillée est une flamme qui en allume une autre. Et Jung le savait.
C'est ainsi que l'inconscient collectif s'illumine, un regard à la fois. Mais cette lumière grandissante provoque une réaction inévitable, la résistance des ténèbres. L'inconscient collectif ne se soumet pas facilement. Lorsqu'il commence à se révéler, il lutte pour conserver sa domination. C'est là que surgit le phénomène le plus dangereux du voyage, la projection de l'ombre sur celui qui porte la lumière. Et c'est à propos de ce conflit silencieux, entre la conscience éveillée et l'inconscience du monde, que Jung laissa son avertissement le plus sombre. Quiconque voit trop risque d'être perçu comme l'ennemi. Il arrive un moment, dans ce cheminement, où l'individu éveillé réalise que le monde ne le perçoit plus de la même manière. L'atmosphère se transforme. Les regards deviennent différents, plus prudents, plus méfiants. L'affection d'antan se mue en distance. On se met à réagir comme si notre simple présence révélait quelque chose que l'on préférerait dissimuler. Jung nomma ce phénomène la projection de l'ombre, et ce fut l'une des découvertes les plus troublantes de sa carrière. Il comprit que lorsqu'une personne commence à percevoir clairement ses propres mécanismes inconscients, le monde qui l'entoure, sans s'en rendre compte, y réagit. La prise de conscience de l'un éveille les défenses inconscientes des autres. Il en résulte une sorte de conflit invisible, une guerre silencieuse entre ceux qui voient et ceux qui dorment encore. Tout commence subtilement. Un ami proche se met à l'éviter, prétextant que « il est différent ». Un collègue qui l'admirait commence à le traiter avec ironie. Un membre de sa famille s'irrite de son silence et l'accuse de se croire supérieur. Rien de tout cela n'est intentionnel. Ce sont des manifestations de l'inconscient collectif, celui-là même que Jung a commencé à étudier avec obsession après avoir constaté que le phénomène se répétait chez presque tous ses patients lors du processus d'individuation. Il a observé qu'à mesure qu'il prenait conscience, il cessait inconsciemment de jouer le rôle attendu par le groupe. Et le groupe, incapable de comprendre ce changement, réagissait en projetant sur eux ce qu'il refusait de voir en lui-même. C'est ainsi que Jung a formulé le concept de bouc émissaire psychologique. Dans chaque famille, entreprise ou communauté, il existe une personne qui porte les émotions refoulées du groupe. Cette personne ressent ce que les autres ne peuvent supporter de ressentir, exprime ce que les autres dissimulent et en est inévitablement puni. Jung a écrit dans ses carnets que cette dynamique est présente depuis les mythes les plus anciens. L'animal sacrificiel, le prophète rejeté, l'innocent condamné. Le groupe a besoin de projeter son ombre sur quelqu'un pour préserver son propre équilibre. Et plus le collectif est inconscient, plus ce processus sera violent. Jung raconta un jour l'histoire d'un homme d'une grande sensibilité, un employé de banque exemplaire, qui commença à adopter un comportement que ses collègues qualifiaient de « perturbant ». Il restait silencieux en réunion, observant les gens avec un calme déconcertant. Peu à peu, sa présence devint un malaise pour tous. On le disait arrogant, froid et mystérieux. Jusqu'au jour où il fut licencié sans explication concrète. La véritable raison ne fut jamais donnée, mais Jung comprit que cet homme était devenu le reflet de l'hypocrisie ambiante. Il percevait clairement les mensonges et les manipulations du groupe, et son simple regard suffisait à susciter chez chacun une culpabilité inconsciente. L'inconscient collectif réagit en l'excluant. Ce type de réaction n'est pas l'exception, mais la règle. Les sociétés, disait Jung, survivent grâce à des pactes d'inconscience partagés. L'équilibre est maintenu non par la vérité, mais par l'accord tacite de ne pas la dire. Quiconque rompt ce pacte devient une menace. C'est pourquoi le porteur de conscience est si facilement transformé en criminel. L'histoire regorge d'exemples. Socrate fut condamné pour avoir corrompu la jeunesse. Giordano Bruno fut brûlé vif pour avoir affirmé que l'univers était infini. Et même Jésus, pour Jung, représentait l'archétype ultime du bouc émissaire. L'homme qui incarnait la totalité de la conscience et qui fut détruit par l'inconscient collectif, incapable de supporter cette lumière. Mais Jung observait aussi ce phénomène à plus petite échelle, dans les relations quotidiennes. Il expliquait que chaque fois qu'une personne prend davantage conscience d'elle-même, son système émotionnel cherche à rétablir l'équilibre. C'est pourquoi il est fréquent que les personnes en quête de soi traversent des périodes d'isolement. Les liens anciens se dissipent, les amis s'éloignent, les proches s'irritent. Il ne s'agit pas de malice. C'est que, sans s'en rendre compte, l'individu éveillé reflète les contradictions que les autres ne sont pas encore prêts à affronter. Son regard devient un miroir. Et presque personne ne supporte son propre reflet lorsqu'il n'est pas flatteur. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsqu'on change profondément, certaines relations cessent tout simplement de fonctionner? Comme si l'atmosphère devenait pesante, les conversations forcées, les échanges lassants? Jung appelait cela la résonance psychique. Lorsque deux personnes interagissent, leurs inconscients interagissent silencieusement. Si l'une d'elles commence à changer, le lien doit se réorganiser, sinon il se brise. C'est pourquoi la solitude spirituelle est inévitable. Le processus d'individuation ne détruit pas les liens sains. Il dissout seulement ceux qui étaient fondés sur des illusions. Jung pensait que la projection de l'ombre était l'une des plus grandes forces destructrices au monde. Il voyait dans les guerres, les persécutions religieuses,
le racisme et le fanatisme des expressions collectives du même mécanisme qu'il observait chez ses patients. L'humanité, incapable de reconnaître sa propre part d'ombre, la projette sur autrui. Ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par l'affronter comme notre destin, disait-il. Et le destin de l'humanité a toujours été de poursuivre ses propres ombres personnifiées. Les démons extérieurs sont, en réalité, le reflet de l'obscurité intérieure. Durant la Seconde Guerre mondiale, Jung écrivit une série d'essais mettant en garde contre le danger de la projection collective. Il affirmait qu'Hitler était le reflet de l'ombre européenne, l'incarnation des forces refoulées de l'Occident. Cette idée lui valut de vives critiques, mais il insista. Ceux qui traitent l'autre de monstre oublient que les monstres ne survivent que parce qu'ils se nourrissent de ce que l'homme renie en lui-même. Pour Jung, le mal ne disparaît pas lorsqu'il est condamné, il disparaît lorsqu'il est reconnu. Dans sa pratique, il observa le même schéma, à plus petite échelle. Les personnes qui passaient leur vie à juger autrui étaient presque toujours celles qui craignaient le plus d'être jugées. Celles qui se prétendaient victimes nourrissaient secrètement de la colère. Celles qui prêchaient l'amour inconditionnel dissimulaient une haine refoulée. Et lorsqu'il le soulignait, il était souvent pris à partie par ses propres patients. L'inconscient réagit à la vérité comme le corps réagit à une blessure. Il tente de la refermer au plus vite. La conscience, en revanche, est l'air qui guérit. Et plus l'individu se prive de cette ventilation, plus la blessure s'infecte. Mais ce processus recèle quelque chose de fascinant. Lorsque l'ombre est projetée, elle peut devenir un pont, et non un simple mur. Jung a découvert que l'individu éveillé, au lieu de se défendre, peut apprendre à observer ses projections sans réagir. Lorsqu'on l'accuse injustement, il peut se demander « Que cherche à se cacher cette personne ?» Cette attitude transforme l'attaque en compréhension. C'est ainsi que celui qui est conscient évite d'être anéanti par l'inconscience d'autrui. Il devient observateur plutôt que victime. Et ce détachement n'est pas de la froideur, mais de la maturité. L'un des cas que Jung aimait le plus citer était celui d'une artiste qui, après avoir entamé une analyse, commença à perdre ses amis. Il la trouvait étrange, distante, pleine de théories. Elle était anéantie, persuadée qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Mais Jung lui expliqua. Ils ne vous voient pas, ils voient en vous ce qu'ils ne peuvent supporter en eux-mêmes. Cette phrase fut un tournant décisif. L'artiste apprit à reconnaître ses projections, et au lieu de chercher à se justifier, commença à les recouvrir de peinture. Ces toiles devinrent des miroirs symboliques, foisonnant de figures hybrides et de visages superposés. Des décennies plus tard, elles seraient considérées comme des chefs-d'œuvre de la psychologie visuelle. Jung croyait que l'art était l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la projection de l'ombre. Car l'art permet à l'inconscient de se métamorphoser en images. Ce qui est vu perd alors son pouvoir de domination. Il disait que « les dieux deviennent des maladies lorsqu'on ne les reconnaît pas ». Et l'art est le rituel moderne qui leur restitue leur place symbolique. L'artiste, le penseur, le visionnaire, tous sont des canaux par lesquels l'inconscient collectif tente de se comprendre. Mais il y a un risque. Quiconque porte en lui une conscience peut en être détruit s'il essaie d'expliquer ce que le monde n'est pas encore prêt à entendre. C'est la leçon que Jung a tirée de ses propres démons intérieurs. Pendant des années, ses collègues l'ont pris pour un fou, se moquant de ses théories sur l'inconscient collectif et les archétypes. Mais il insistait. Il n'étudiait pas des idées, mais des forces vivantes. Il affirmait que la psyché humaine est aussi réelle que le corps, et que l'inconscient possède son propre langage. Pour le comprendre, l'humilité était nécessaire. Car l'ombre ne cherche pas à être vaincue, elle cherche à être reconnue. Lorsque Jung constatait qu'un patient projetait sur lui quelque chose, admiration ou hostilité, il répondait calmement « Je ne suis pas ce que vous croyez », disait-il, « je ne suis que la surface où se reflète votre inconscient ». Cette phrase, pour lui, résumait le drame humain. Nous passons notre vie à projeter des images les uns sur les autres, héros, méchants, amants, sauveurs. Mais aucune de ces images n'est réelle. Ce sont des miroirs. Le travail de la conscience consiste à briser ces miroirs, jusqu'à ce que le vrai visage puisse apparaître. Et c'est précisément là que réside le danger le plus insidieux. Lorsque l'individu éveillé réalise qu'il se transforme en miroir, il peut éprouver de la colère et tenter de se défendre. Mais s'il cède à la colère, il entre dans le même jeu inconscient qu'il cherche à éviter. La seule issue est de rester conscient, percevoir l'attaque sans devenir l'attaque, déceler le mensonge sans y prendre part. C'est l'exercice le plus difficile pour l'âme, rester lucide dans un monde qui craint la lucidité. Jung disait que le porteur de conscience vit entre deux mondes, le monde de la lumière et le monde de l'ombre, et ne sera donc jamais pleinement compris. Il est aimé et haï pour la même raison, parce qu'il voit. Et pourtant, c'est à travers lui que l'humanité évolue. Chaque personne qui demeure un miroir sans se briser contribue à ce que l'inconscient collectif se voit un peu mieux. Mais il y a une limite. Percevoir l'inconscient d'autrui est une chose. Le porteur en soi en est une autre. Et nombreux sont ceux qui, sans s'en rendre compte, franchissent cette frontière dangereuse.
Lorsque l'ombre projetée du monde commence à infiltrer l'âme de l'individu éveillé, celui-ci risque de perdre sa propre identité. C'est l'étape suivante du voyage, le moment où la perception devient possession. Jung appelait cela la dissolution de l'identité. Et c'est dans ce territoire instable, où le soi et le monde se confondent, que l'esprit humain fait face à son plus grand défi. Il arrive un moment, dans ce cheminement, où l'individu éveillé commence à ressentir un délitement intérieur. Il ne s'agit pas d'une douleur physique, mais d'une étrange sensation de dilution, comme si ses frontières devenaient poreuses. C'est alors que la conscience, trop étendue, commence à fusionner avec l'inconscient collectif. Jung appelait cela la participation mystique, l'état où l'âme perd ses contours et où l'individu commence à absorber le monde environnant comme si tout faisait partie de lui. Ce qui était autrefois perception devient alors invasion. Et le danger est bien réel. Percevoir l'inconscient d'autrui est une chose. Le confondre avec son propre inconscient en est une autre. Au premier abord, cela ressemble à de la sensibilité. L'individu éveillé ressent la douleur d'autrui avec une telle intensité qu'il se croit empathique. Il perçoit les émotions, devine les pensées, anticipe les conflits. Mais avec le temps, cette ouverture devient un piège. Les frontières psychologiques s'effondrent et l'individu commence à porter ce qui ne lui appartient pas. Il se réveille épuisé, sans savoir pourquoi. Il devient triste sans raison, anxieux sans cause. C'est l'inconscient collectif qui franchit les portes de la conscience individuelle. Jung observait fréquemment ce phénomène chez les personnes profondément intuitives. Thérapeutes, artistes, mystiques, guides spirituels. Des personnes qui, en essayant de guérir le monde, finissaient par tomber malades en absorbant ce qu'elles cherchaient à transformer. Jung pensait que l'inconscient collectif était comme un océan qui enveloppe tous les esprits humains. Lorsque la conscience s'étend trop sans être ancrée, l'individu risque de se noyer. C'est pourquoi, selon lui, le processus d'individuation doit être équilibré par des rituels quotidiens de recentrage. Le silence, le souvenir, le contact avec la nature. Il le pratiquait lui-même. Durant les périodes les plus intenses de ses expériences avec l'inconscient, Jung se retirait dans une petite tour au bord du lac de Bollingen. Là, il construisait de ses mains, méditait, écrivait et écoutait le silence. Il disait avoir besoin de revenir à son corps, à la terre, avant que son âme ne se perde dans les images. Quand l'inconscient parle trop fort, écrivait-il, c'est que l'ego est trop faible pour le soutenir. Mais tous ne parviennent pas à revenir à temps. Jung a rapporté des cas de patients qui, après avoir éveillé leur perception profonde, se sont retrouvés dans un état proche de la possession psychique. Une femme rêvait de tragédies survenues plusieurs jours plus tard. Un homme entendait des voix lui révéler des vérités douloureuses sur ses proches. Un artiste s'est mis à peindre des symboles qu'il n'avait jamais appris, mais qui existaient dans les anciennes traditions orientales. Aucun d'eux ne mentait, mais tous étaient en danger. Jung affirmait que lorsque la psyché collective envahit l'esprit individuel, l'être humain risque de devenir un canal sans filtre, ce qui peut mener à la folie. Le plus effrayant, cependant, est que cet effondrement puisse d'abord apparaître comme une révélation spirituelle. L'individu se croit plus connecté, plus éclairé, plus sensible. Mais cette euphorie est le symptôme d'un déséquilibre. L'ego, fragile face à la force archétypale qui le traverse, s'enflamme. Il s'identifie au contenu de l'inconscient et se prend pour l'élu, le prophétique, le porteur d'une vérité absolue. Jung appelait cela l'inflation, l'opposé de l'intégration. Au lieu de s'aligner sur le soi, l'ego tente de prendre sa place. Et plus l'inflation est grande, plus la chute est inévitable. Avez-vous déjà eu l'impression, ne serait-ce qu'un instant, que le monde entier vibrait symboliquement, comme si tout recelait un sens caché? Jung disait que cette sensation est le signe avant-coureur de la dissolution. L'inconscient se met à communiquer avec une telle intensité que la réalité semble se transformer en miroir. Le problème, c'est que ce miroir reflète tout, y compris ce qui ne nous appartient pas. L'individu se retrouve alors plongé dans un tourbillon de coïncidences, de présages, de signes. L'esprit cherche à tout comprendre, et lorsqu'il ne trouve pas de sens, il en crée un. C'est le début de l'effondrement de la différenciation. C'est à ce moment précis que la conscience a besoin d'un ancrage, sans quoi l'individu deviendra prisonnier de ses propres perceptions. Jung y a été confronté personnellement. Pendant les années où il a écrit le livre rouge astérisque, il a vécu des rencontres intenses avec des figures intérieures qui lui apparaissaient en vision. Il a souvent craint de perdre la raison. Mais au lieu de résister, il a décidé de dialoguer avec elle. Il considérait les images de l'inconscient comme des messagères symboliques, et non comme des réalités littérales. Cette décision lui a permis de préserver sa santé mentale. Il a compris que la psyché ne cherche pas à dominer le moi. Elle aspire à être entendue. Et lorsqu'on l'écoute avec respect, elle se transforme en source de sagesse. Le problème est que rares sont ceux qui parviennent à maintenir ce dialogue sans se laisser emporter. Il racontait souvent une anecdote curieuse à propos d'une de ses patientes, une femme qui se croyait la réincarnation d'une déesse égyptienne. Elle prétendait entendre les instructions du « soleil noir », une voix qui la guidait dans ses rêves.
Jung comprit qu'elle était dominée par un archétype, l'ancien symbole impersonnel de l'énergie solaire. Il expliqua que le danger ne résidait pas dans la vision elle-même, mais dans l'identification. Vous n'êtes pas le soleil noir, disait-il, vous êtes la femme qui le voit. Cette simple distinction est essentielle à la santé mentale. Savoir que le contenu de l'inconscient appartient à une dimension supérieure, mais que nous ne sommes pas cette dimension. L'ego est le médiateur, non le Dieu. Lorsqu'un individu perd cette distinction, la dissolution de l'identité commence. Il cesse de savoir ce qu'il ressent pour lui-même et ce qu'il ressent pour les autres. La frontière entre le soi et le monde disparaît. Jung décrivait cet état comme une possession archétypale, le moment où une force symbolique prend le contrôle de la personnalité. Il peut s'agir de l'archétype du martyr, du sauveur, du sage, du héros. La personne croit accomplir une mission, alors qu'en réalité, elle est possédée par un symbole. C'est ainsi que naît le fanatisme. L'ego démesuré se croit maître du monde, mais il n'est qu'un instrument au service d'une force qu'il ne comprend pas. C'est à ce stade que l'éveil devient dangereux. Nombre de mystiques, une fois ce seuil franchi, se sont perdus dans leur propre révélation. Ils sont devenus obsessionnels, radicaux, isolés. Jung y voyait non pas un échec spirituel, mais un effondrement psychologique. L'inconscient collectif, lorsqu'il envahit l'esprit, dissout la structure du moi. Et sans cette structure, il n'y a plus de centre. L'individu devient le miroir de tout, et celui qui reflète tout finit par n'être plus rien. C'est le vide de la lumière excessive. Mais le chemin du retour est possible. Jung a développé le concept d'individuation précisément pour offrir une voie vers l'équilibre. Il enseignait que, pour conserver sa lucidité, l'individu devait cultiver ce qu'il appelait la fonction transcendante, le dialogue entre le conscient et l'inconscient. Au lieu de refouler les images intérieures, il était nécessaire de les observer avec présence, comme s'il s'agissait d'acteurs sur une scène intérieure. Regarder sans crainte, mais aussi sans croire tout ce qu'elles disent. Écouter l'inconscient, mais sans lui obéir aveuglément. Cet équilibre entre abandon et discernement est ce qui distingue le visionnaire de celui qui est dans l'illusion. Durant ses études d'alchimie, Jung réalisa que les maîtres anciens décrivaient ce même processus en langage symbolique. L'alchimiste plongeait au cœur de la matière brute, le chaos, pour en extraire l'or. Mais avant d'atteindre l'or, il était confronté au *nigredo*, l'état de décomposition totale. Jung comprit que le *nigredo* était la métaphore parfaite de la dissolution de l'identité, la mort symbolique du moi. C'est l'étape où tout se désintègre pour que le nouveau puisse naître. Sans cette mort, il n'y a pas de véritable transformation. C'est là que la tension atteint son paroxysme. L'individu qui se dissout a l'impression de mourir intérieurement. La réalité perd sa solidité, les rêves se mêlent au quotidien, le temps semble distordu. Mais ce qui meurt, ce n'est pas lui, c'est le faux moi, la structure qui soutenait les masques. Ce qui naît, c'est l'être véritable, le soi. Jung disait que le soi est le centre régulateur de la psyché, le point d'équilibre entre la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Lorsque l'ego s'efface et que le soi émerge, le chaos se réorganise. L'âme recommence à respirer. Cette renaissance, cependant, n'est pas immédiate. Elle est progressive, comme l'aube après une nuit interminable. Peu à peu, l'individu commence à discerner ce qui lui appartient et ce qui appartient au monde. Il apprend à différencier les émotions intérieures de celles qui viennent de l'extérieur. Il découvre qu'il peut ressentir de la compassion sans s'encombrer, aimer sans se dissoudre, comprendre sans absorber. La conscience réinvestit le corps. C'est comme si l'être renaissait avec un regard neuf, un regard qui voit avec profondeur, mais aussi avec légèreté. Jung affirmait que c'est à ce stade que l'individu devient un véritable médiateur entre l'inconscient et le monde. Il n'est plus victime des forces psychiques, mais collaborateur. Il parvient à naviguer entre les deux mondes, le visible et l'invisible, sans se perdre dans l'un ni dans l'autre. Et c'est là le but ultime de l'individuation. Apprendre à être entier sans se replier sur soi, ouvert sans se diluer. Mais avant la paix, il y a toujours l'épreuve ultime. Lorsque l'être retrouve son centre, l'inconscient collectif lance une dernière offensive. Il offre la tentation du pouvoir, l'idée que, ayant vu ce que peu voit, l'individu a le droit de guider les autres. Jung avertissait que c'est la tentation la plus dangereuse de toutes. Car le véritable initié ne dirige pas, il éclaire. Il n'impose pas le chemin, il le parcourt. La sagesse authentique est silencieuse, et le pouvoir qui naît du soi se manifeste non par la domination, mais par la présence. C'est à ce moment précis que le cycle s'achève. L'individu, presque englouti par l'océan de l'inconscient, émerge avec une compréhension nouvelle. L'éveil ne consiste pas à acquérir plus de connaissances, mais à ressentir avec plus de vérité. L'ego renaissant devient un instrument du soi, et la conscience trouve la paix au cœur du paradoxe. Lumière et ombre ne s'affrontent plus, elles dansent. L'être humain ne cherche plus à changer le monde, il cherche à le comprendre, et cette compréhension est le changement même. Mais l'histoire n'est pas encore terminée.
Carl Jung savait que le processus d'individuation est un chemin sans fin. La conscience est un mouvement continu de mort et de renaissance. Ce qui semble être une conclusion n'est que le début d'un nouveau cycle. L'individu qui a traversé la nuit obscure de l'âme porte désormais en lui quelque chose que le monde ne comprend pas. La sérénité de celui qui a tout vu et qui choisit pourtant de rester humain. Et c'est précisément cette sérénité, ce silence, qui marque le seuil de l'étape finale. La transformation définitive de l'empathique blessé en un empathique intégré, l'être capable de tout voir et qui, malgré tout, choisit la compassion. Vient un moment où le silence cesse d'être absence et devient présence. Après le chaos, la descente dans les ténèbres, la confrontation avec l'inconscient et la lente reconstruction de l'âme, l'individu éveillé réalise qu'en lui, quelque chose a changé à jamais. Il n'est plus nécessaire de prouver, d'expliquer, de sauver qui que ce soit. Le bruit du monde demeure le même, mais on l'entend désormais différemment. C'est comme si le son de la vie avait une fréquence différente, plus lente, plus profonde, plus authentique. Jung disait que c'est le moment où l'être humain cesse d'être un fragment cherchant à comprendre le tout et devient le tout faisant l'expérience d'un fragment. La conscience s'élargit, mais sereinement. L'individu devient un pont entre deux mondes, le visible et l'invisible. L'intégration n'apporte pas l'euphorie, mais la clarté. La personne réalise qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer l'obscurité pour vivre en paix. Elle apprend à cheminer avec elle, comme on porte une lanterne allumée. L'ombre demeure, mais elle est désormais comprise, non plus crainte. Les peurs cessent de gouverner, les blessures cessent de définir, et le passé perd son pouvoir de dicter le présent. L'individu découvre que la maturité spirituelle ne consiste pas à fuir les dualités, mais à les embrasser. Lumière et ombre, force et vulnérabilité, raison et instinct, tout coexiste au sein d'un même centre. C'est la totalité dont parlait Jung. C'est le point où l'homme cesse de chercher à être bon et commence à chercher à être entier. Mais cette totalité n'est pas une destination finale. C'est un état de pratique constante. Jung disait que l'individuation est un processus qui dure toute la vie et que chaque jour est une nouvelle occasion d'ajuster l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. En pratique, cela signifie être attentif aux petits signes, la maladie, la fatigue mentale, l'exacerbation des émotions. Chacun de ces symptômes est un message de l'âme, qui demande à être entendu. Et écouter son âme, au quotidien, est un acte révolutionnaire. C'est choisir le silence quand tout appelle le bruit. C'est choisir la vérité quand le monde préfère les apparences. C'est choisir l'authenticité, même au prix de l'approbation d'autrui. Pour vivre pleinement ce processus, Jung recommandait une chose simple et pourtant profonde, instaurer chaque jour un dialogue avec l'inconscient. Il y parvenait en écrivant, en dessinant et en observant ses rêves. Vous pouvez faire de même. Consacrez quelques minutes chaque jour à écrire librement ce que vous ressentez, à observer les messages de votre corps, à vous souvenir de vos rêves sans les juger. Les images qui surgissent dans votre esprit sont des messages du soi, qui cherchent à ramener l'ego à son centre. Apprenez à les écouter sans crainte. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Contentez-vous de reconnaître le mouvement. La conscience s'épanouit non pas lorsque tout est expliqué, mais lorsque tout est accepté. Jung croyait que le monde extérieur reflète l'état intérieur. Par conséquent, se transformer soi-même, c'est inévitablement transformer la réalité qui nous entoure. Lorsqu'une personne prend davantage conscience, elle agit différemment. Elle parle moins, observe davantage, réagit moins, comprend mieux. Cela modifie le champ dans lequel elle évolue. Les relations deviennent plus authentiques, les conflits moins chaotiques, le travail plus significatif. La conscience instaure l'ordre là où régnait auparavant la répétition inconsciente. Ce qui était autrefois lutte se mue en compréhension. Et la compréhension est le commencement de la liberté. Mais la véritable liberté prônée par Jung n'est pas l'absence de limites. C'est la capacité de choisir consciemment son propre destin. Il disait que celui qui ne se tourne pas vers l'intérieur est gouverné de l'extérieur. Et celui qui se tourne vers l'intérieur découvre que le monde extérieur n'est que le reflet de son âme. Quand on se connaît soi-même, nul ne peut nous manipuler. Quand on reconnaît son ombre, nul ne peut l'utiliser contre nous. Quand on accepte sa lumière, nul ne peut l'éteindre. C'est la libération psychologique. Et, en fin de compte, c'est la seule forme de véritable liberté. Cette libération transforme aussi votre regard sur autrui. Le jugement cède la place à l'empathie. Vous commencez à comprendre que chaque personne porte en elle un conflit invisible, une souffrance ancienne, une lutte que le monde ignore. Les masques sociaux persistent, mais vous en comprenez la raison d'être. Votre regard devient plus compatissant car vous savez ce que c'est que de vivre en guerre contre son propre inconscient. La maturité émotionnelle dont parlait Jung naît précisément de cette compassion. Elle survient lorsque l'individu comprend que nul n'est uniquement ce qu'il montre. Chacun est un mélange d'ombre et de lumière en quête d'équilibre. Avec le temps, cette nouvelle perspective instaure une paix intérieure. Les difficultés persistent, mais notre réaction face à elles évolue. Auparavant, chaque obstacle était vécu comme une attaque personnelle. Désormais,
Tout est perçu comme une étape du processus d'apprentissage. La souffrance cesse d'être une punition et devient une source d'enseignement. Les erreurs cessent d'être honteuses et se transforment en opportunités. La douleur perd son poids tragique et acquiert le sens de la transformation. C'est la conscience qui apprend à trouver un sens à chaque fragment d'expérience. Jung disait que ce n'est pas l'événement lui-même qui guérit, mais le sens que nous lui donnons. Et lorsque l'individu commence à percevoir un sens même dans la douleur, son âme se fortifie. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, le retour au collectif. Le processus d'individuation, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne s'achève pas par l'isolement. Après avoir trouvé son propre centre, l'individu est appelé à revenir au monde, mais avec une perspective différente. Il cesse de chercher chez autrui ce qu'il a déjà trouvé en lui-même. Il n'est plus nécessaire de dominer, de convaincre ou de sauver. Il commence à partager son vécu, non comme une vérité absolue, mais comme un témoignage. Jung croyait que l'être humain intégré a pour rôle de servir la conscience collective. Non par obligation morale, mais parce que c'est naturel. Ce qui est éveillé éclaire ce qui est encore endormi, non par le discours, mais par la présence. Concrètement, cela signifie agir consciemment, même dans les gestes les plus simples. Cela signifie écouter sans interrompre, parler sans blesser, aider sans se perdre. Cela signifie faire du travail un champ d'expression pour l'âme et non un simple moyen de subsistance. Cela signifie considérer l'autre non comme un obstacle, mais comme un miroir. La spiritualité de Jung a toujours été pratique, ancrée dans la réalité. Il disait que la transformation intérieure ne se mesure pas au nombre de méditations, mais à la façon dont on réagit face à la contradiction. Et c'est là que le processus se révèle, lorsque la conscience demeure stable au milieu du chaos. Jung concevait l'être humain comme un point de rencontre entre le divin et le terrestre. Il affirmait que la psyché est le temple où résident encore les dieux antiques. Les archétypes, le héros, le sage, la mère, l'amant sont des forces universelles qui habitent chacun de nous, attendant d'être reconnus. Lorsque l'individu apprend à dialoguer avec ces symboles, il découvre une source de sagesse qui ne provient pas des livres, mais de son âme. L'inconscient cesse d'être un ennemi à maîtriser et devient un allié. Cette réconciliation est l'aboutissement du cheminement, lorsque l'être humain cesse de fuir lui-même et commence à cheminer aux côtés de sa nature profonde. Et c'est là que l'histoire prend une tournure personnelle. Car ce que Jung a décrit n'est pas qu'une simple théorie de l'esprit, c'est une cartographie de l'expérience humaine. Chacun vit ce cheminement différemment. Certains le découvrent au cœur du deuil, d'autres dans l'art, la douleur, la foi, l'amour ou le silence. Le chemin importe peu. Ce qui compte, c'est le retour à la vérité intérieure. Et ce retour commence dès l'instant où l'on décide de cesser de se fuir. Nul besoin d'être psychologue, philosophe ou mystique. Il suffit d'avoir le courage de s'écouter sincèrement. L'âme parle toujours. Le problème, c'est que nous l'écoutons rarement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous a déjà commencé à s'éveiller. Et peut-être ressentez-vous le même malaise que Jung lorsqu'il a compris que tout ce qu'il appelait réalité n'était que la surface. Il est normal que cela fasse mal. La vérité, lorsqu'elle apparaît pour la première fois, n'apporte pas la paix. Elle provoque une rupture. Mais c'est de cette rupture que naît une vie nouvelle. Le chemin de l'individuation n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à la liberté intérieure. Et cette liberté commence par un geste simple. S'arrêter, respirer et se demander « Qu'est-ce qui, en moi, aspire à être vu ?» La réponse viendra. Peut-être sous forme de souvenirs, de rêves, de sensations, de coïncidences. L'inconscient s'exprime par des symboles, et lorsque vous apprenez à les écouter, le monde entier se réorganise autour de vous. Vous commencez à marcher en harmonie avec quelque chose de plus grand. Ce que Jung appelait le soi, le centre organisateur de la psyché. La vie cesse d'être une suite d'accidents et devient un récit cohérent, guidé par le sens. Le hasard acquiert ou enbat. La douleur trouve une voie. Et l'âme, enfin, trouve le repos. Le moment est venu de choisir comment utiliser cette prise de conscience. Vous pouvez fermer cette vidéo et poursuivre votre vie comme si de rien n'était. Ou bien, vous pouvez faire le premier pas vers votre propre individuation. Observez vos rêves, affrontez vos parts d'ombre, écoutez le silence. Autorisez-vous à ressentir, même lorsque c'est inconfortable. La conscience n'est pas un état de lumière permanent, mais un mouvement continu entre lumière et ombre. Apprenez à danser au rythme de ce mouvement, et vous verrez que la vie se transforme sans effort. Et si ce voyage a touché une corde sensible en vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, même anonymement si vous le souhaitez. Dites-nous où vous en êtes dans ce cheminement. Vous êtes bien plus nombreux que vous ne l'imaginez à emprunter cette même voie. Et votre témoignage pourrait être le signal dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez cette exploration de l'âme humaine. Jung disait que le monde n'a pas besoin de plus d'être parfait, mais d'êtres entiers, et chaque personne qui s'éveille rapproche l'humanité d'un nouveau niveau de conscience. Votre éveil est peut-être le début de la transformation de nombreuses autres personnes.